Salut à tous, ici les régisseurs du Studio 21 de la Maison des Ensembles, Thomas et Alex. On est très heureux de vous proposer une nouvelle formule autour de l'industrie musicale. On abordera les différentes étapes dont vous avez besoin pour réaliser votre EP, votre single et même votre album. Vous l'avez peut-être déjà vécu, en tant qu'indépendant, on est facilement isolé. On peut être bon en création et pêcher sur la communication, être magnifique sur scène et galérer en studio. Donc, que vous soyez artiste, un groupe, une formation, ce podcast est fait pour vous. Il sera composé de 7 épisodes qui aborderont les différentes étapes de la réalisation, de la création à la distribution, en passant par la production et la communication. Il abordera également l'aspect juridique relatif aux droits d'auteur et interprète, ainsi que le visuel et le live. Bisous et bienvenue. Allez, zou! Et pour ce premier épisode, nous allons voir la création musicale avec Thomas. Salut à tous. Alors, quand on parle de création musicale, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle dans un premier temps peut-être de l'inspiration? Pour pas mal de gens, c'est quelque chose d'assez magique. Un bon départ pour l'inspiration, déjà, ça va être de faire un peu une introspection sur soi-même, regarder un petit peu qu'est-ce qui nous plaît déjà, pourquoi on veut aller dans la musique, quelles sont un peu nos influences. Oui, tout à fait. Je veux juste dire, l'inspiration, on croit qu'elle vient comme ça et qu'on dépend un peu d'elle en tant que créateur. Mais en réalité, il y a des méthodes, il y a des techniques pour stimuler cette inspiration. Et on va essayer de voir ça ensemble dans un premier temps. Déjà, au départ, il faut se dire que chaque créateur, il est ancré dans une réalité. Il vit à un instant T, dans un lieu fixe. Donc, dans un premier temps, l'inspiration, il y a une chose qui nous dépasse d'une certaine manière, c'est notre héritage culturel, le milieu dans lequel on vit, le milieu dans lequel on a grandi. Et tout ça, ça nous influence. Et pour maîtriser la création que nous voulons faire, il faut qu'on ait conscience de ça. Et ainsi, pouvoir se détacher de cet ancrage ou au contraire, rester dedans, mais maîtriser ainsi notre création. Et il est donc essentiel de savoir ce qui va nous inspirer. Les courants intellectuels, scientifiques, artistiques qui vont stimuler notre créativité. Les artistes modèles de la même discipline, mais également d'une autre, sont des référents qui vont nourrir notre réflexion autour de notre propre création. Et il est donc essentiel de savoir qui sont nos modèles ou qui sont nos anti-modèles aussi. Ouais, ce qui est le plus important là, à retenir, ça va être surtout de faire une réflexion sur soi-même. Qu'est-ce qui vraiment, que ce soit encore une fois intellectuel, scientifique, artistique, dans n'importe quel domaine, c'est qu'est-ce qui nous pousse un peu vers la créativité. Ça peut être un excellent concert, une belle expo ou alors une découverte scientifique. Du moment que ça vous motive à créer, voilà, ça faut bien le rentabiliser. Donc, et bien sûr, voilà, les artistes modèles de la même discipline, encore une fois, pour s'en inspirer ou non, justement. Un autre point essentiel dans l'inspiration, ça va être l'ouverture d'esprit. S'intéresser à d'autres domaines scientifiques, artistiques, culturels, comme on l'a vu précédemment, et qui ne sont pas en lien direct avec notre création, est quelque chose qui va quand même nous nourrir. Parce que notre cerveau fonctionne de la façon suivante. Il va créer des relations entre les données que nous avons apprises ou que nous avons expérimentées. Et de ces relations-là vont naître des idées. Et c'est des idées qui vont être créatives, mais ça peut être aussi des idées de comportement de vie. Voilà, il ne faut pas rester bloqué sur forcément les choses qu'on aime ou qu'on aimerait créer. Voilà, il ne faut pas s'enfermer dans cette bulle. Afin de stimuler sa propre création, il est important de s'ouvrir intellectuellement et d'enrichir nos connaissances. Et nous créons des relations avec les différentes données. C'est de la création entre ces relations que naissent les nouvelles idées créatives. Oui, tout à fait. De plus, quand on parle d'ouverture d'esprit, on parle de s'intéresser à des domaines scientifiques, des domaines artistiques, des domaines culturels, on va littéraires ou je ne sais quoi. C'est ça, à tous les domaines. En vrai, il n'y a pas
Il n'y a pas de domaines qui sont nobles et de domaines qui ne sont pas nobles. C'est-à-dire que si on aime la cuisine ou je ne sais quoi, eh ben on peut trouver des éléments si on aime la cuisine, on peut trouver dans la cuisine des choses qui vont nous alimenter. Non mais c'est génial, j'adore. Moi je suis fan. Ouais. Bon, donc on peut trouver des choses qui vont nous alimenter et qui ne vont pas avoir de rapport direct avec notre création, mais en passant par cette donnée-là, on ancre une autre idée qu'on n'a peut-être pas conscience à ce moment-là, mais qui avec le temps prendra forme et qui nous servira lorsque nous créerons. C'est ça, oui. Ça sera toujours une source d'inspiration. Encore une fois, ne pas rester bloqué ne pas s'enfermer dans la bulle que l'on souhaite créer en fait. Vous voulez faire de l'électro, ne restez pas bloqué à faire que de l'électro, des concerts électro, des expos sur la musique électronique. C'est une partie du boulot ça, mais voilà, c'est plus vous serez curieux et à vous intéresser à différents médiums culturels, différentes mouvances, que ce soit à des nouvelles choses à la mode, que ce soit dans les nouvelles technologies, voilà. Oui. Et en plus de ça, par exemple, tu disais que si on est intéressé que par l'électro, la musique électronique, l'art électronique, l'art numérique, tout ça, en réalité, le courant de l'électronique vient de quelque chose d'avant. Exact. Donc, en s'intéressant à l'avant, eh ben, ça nous ouvre d'autres portes, d'autres façons de penser et qui nous nourriront. Qui nous nourrissent. Qui nous nourrissent. Qui nous nourrissent au quotidien. T'as d'autres choses sur ça? Ouais, j'ai une dernière micro-phrase, ouais. C'est lorsqu'un domaine vous intéresse, n'ayez pas peur d'aller voir la racine de ce domaine, allez voir vraiment dans toutes les directions. Vous pourrez vraiment être surpris d'où vient le style musical, par exemple, qui vous intéresse. Regardez bien sa racine, en fait, parce que énormément de styles viennent de la même racine et vous pourrez faire peut-être potentiellement des découvertes assez sympas pour votre inspiration, votre création. Bon, alors pour stimuler cette inspiration, il est essentiel de lire, de se documenter. C'est pas forcément des livres théoriques très compliqués, très longs et tout. Ça peut juste être des magazines, ça peut être des blogs, ça peut être tous les médiums. Restez à votre niveau. Voilà, si vous êtes un fin lecteur, allez grave dans des bouquins qui répondent justement à votre domaine. Mais voilà, n'essayez pas, vous forcez pas en tout cas. N'essayez pas, vous allez vous taper contre un mur si vous essayez de forcer la création, forcer l'inspiration, etc. Donc voilà, si vous pouvez encaisser des vrais bouquins théoriques, allez-y, ça vous fera le plus grand bien. Si vous sentez que vous allez décrocher dans les 20 premières pages, au 4e chapitre, finalement, laissez tomber et orientez-vous vers des magazines spécialisés, des vidéos, que ce soit d'autres podcasts comme celui-ci, qui peuvent vous aider justement dans le processus de création. Exactement. Et voilà. Et donc après, on peut vous aiguiller en vous disant quelques magazines spécialisés dans l'industrie musicale. Donc il y a des magazines qui sont spécialisés sur un style musical. Ouais. Par exemple, le magazine Jazz, Rock and Folk, Variety, qui est pas que sur un style, mais qui reste pop. Classica pour le classique, Miss Mag ou Electronic Beats pour la musique électronique. Exact. Ouais. Voilà. Après, il y a d'autres magazines qui, eux, sont plus dédiés aux instrumentistes, comme acoustique, guitariste, pianiste, etc. Il y a aussi des magazines qui sont dédiés plus à la technique et à l'ingénierie home studio, on va dire, donc comme le KR Home Studio, qui est très intéressant et où vous aurez des tips pour de la production, vous aurez des offres promotionnelles pour du matériel. C'est un magazine qui peut avoir un intérêt pour vous, dans le cadre d'un projet en autoproduction. Après, il y a des magazines qui sont spécialisés dans les arts, donc c'est pour, comme tout à l'heure, on parlait de s'ouvrir à d'autres disciplines, différents domaines. D'autres différents domaines. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au préalable. Donc il y a Connaissance des Arts, un magazine spécialisé dans les beaux-arts. C'est
assez old school. C'est pas forcément en lien direct avec la musique, mais ça peut potentiellement nourrir certains d'entre vous. Il y a Trax, qui est un magazine spécialisé dans l'art et surtout dans le numérique, l'art numérique, et XLR8R et Technicart, qui eux sont spécialisés dans la pop culture. Voilà, si c'est votre truc, c'est d'excellents magazines pour nourrir vos... Pour nourrir votre inspiration et pour savoir ce qu'il se fait et pour avoir un lien avec l'actualité musicale pour du rester moment. à la page, ouais. Ok. Enfin, pour ceux qui sont les plus quoi. Les plus téméraires. Voilà. Enfin, pour les plus téméraires, il existe des livres de référence. C'est ça, ouais. Donc il y a la collection Les Indispensables de la musique chez Fayard Henri Lemoine, qui est intéressant parce que c'est assez théorique. Il y a des choses sur les formes musicales, le langage musical. Il y a aussi des choses qui sont plus pour les instrumentistes, donc le piano ou les sections de cordes, ce genre de choses. Ça reste très musique classique. Tu les as, toi ? Moi j'en ai un ou deux. Un ou deux ? Ouais. Ils t'ont aidé un petit peu ? Est-ce que tu as un truc en tant que toi, pianiste, qui t'a un peu Ce qui est aidé ? intéressant dans celui du piano, c'est qu'ils prennent des cellules de quelques mesures ou de telle œuvre, de tel compositeur, qui mettent en parallèle avec une autre œuvre d'un autre compositeur et qui, en partant de cette Comparaison ? Non ? ouais, en partant réellement de la partition, ils expliquent l'évolution d'un procédé musical. Ok, d'accord. Et c'est assez intéressant. C'est très théorique et tout, mais c'est intéressant. Si vous avez un bagage musical de musique classique, solfège et tout, oui, c'est ça. c'est intéressant. Voilà. Après, ça reste assez spécifique à un style de musique. Mais voilà, quoi, pour celui sur le piano, du coup, pour les pianistes, ou alors c'est tous les indispensables de la musique. Tous les indispensables de la musique sont quand même très tournés musique classique. Ok, donc il faut avoir un minimum de solfège et d'intérêt pour la musique classique, ou non d'ailleurs. Mais sûrement une base de solfège, ça serait intéressant. Oui, après en même temps, par exemple, les formes ou la musique occidentale, qui sont 2 livres, ça part quand même pas de zéro, mais on peut le prendre en route. Et puis on n'est pas obligé d'avoir tout le bagage langage musical, solfège et tout, pour comprendre en quoi telle chose est novatrice ou telle chose ne l'est pas. D'accord, ok. Voilà. Je vois. Après, sinon, il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre Schaeffer, qui a créé la musique concrète, qui a travaillé au GRM, qui a monté le GRM, je crois, et qui donc a écrit le traité des objets musicaux. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, ce qu'il voulait faire, c'était essayer de trouver un solfège pour l'ensemble du monde sonore. Donc voilà, donc il a essayé de trouver des façons d'organiser les sons, les sons qui pouvaient être tonales, les sons qui étaient plus complexes, comme par exemple une snare de batterie ou le bruit d'une clim. Voilà. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc allez faire quelques recherches de Schaeffer. Peut-être un style que vous ne connaissez pas, donc la musique concrète. Voilà, Thomas pourra nous en parler un tout petit peu plus en détail en quelques lignes. Mais allez regarder ça sur YouTube, je ne pense pas que ça soit sur Spotify. Mais allez faire un petit tour, faites une recherche sur Pierre Schaeffer et écoutez un petit peu quand on pousse la musique un tout petit peu trop loin. Et d'ailleurs, oui, c'était à partir des années 50, au fait, juste pour repositionner tout ça. Ouais. Exactement, c'est à partir des années 50. Et en gros, on peut dire que le traité des objets musicaux de Pierre Schaeffer, ça équivaut à le sampling. Qu'est-ce que c'est que le sampling ? Qu'est-ce qu'un sample ? Comment travailler un sample ? Les rapports entre la cause et la conséquence dans un son. Et tous les procédés théoriques qu'il explique, en fait, dans la musique de film ou dans les ambiances de films cinématographiques ou dans les jeux vidéo ou même maintenant dans la musique moderne, ces procédés-là, ils font partie de la musique. Donc il a été en avance dans le sens où lui, il s'intéressait à comment faire rentrer ces sons-là dans un langage musical global. Et maintenant, ces sons-là sont dans les musiques. Donc voilà. Après, oui, un dernier livre. Il y a un dernier livre qui peut être intéressant pour ceux qui ont un bagage technique le plus avancé, ce qui s'appelle l'audio numérique de Curtis Rhodes. Et c'est un livre qui va vous donner plein de tips pour monter un peu votre home studio ou pour être
le plus indépendant possible d'un point de vue technique sur votre création. Et même si c'est chiant la technique, il faut garder en esprit que avoir un minimum de bagages permet d'avoir un maximum de liberté sur sa création et voilà, il ne faut pas le négliger. On verra ça sûrement plus tard dans une autre conférence, mais il est de plus en plus important de connaître les différents langages. Ce n'est pas parce que vous êtes musicien que vous pouvez vous dispenser de savoir tout le jargon d'un ingénieur son ou alors tout le jargon de communication ou en tout cas technique de toutes les personnes avec qui vous allez collaborer. Pour votre projet en tout cas. Que même si vous voulez un peu être en indépendant et faire du home studio par exemple, voilà, c'est du jargon que vous allez devoir apprendre aussi. Exactement. Donc on disait qu'il fallait lire, se documenter. Si on n'est pas à l'aise avec le média de la lecture et ce genre de choses-là, il est tout aussi valable d'écouter ou de voir des vidéos ou des podcasts ou du contenu sonore comme celui-ci autour de techniques de création, autour de façons de créer de la musique, quoi. Donc sur internet il y a plein de contenus qui sont différents, il y a des pages qui sont, à l'époque il y avait des blogs, maintenant il y a des pages qui sont dédiées sur les réseaux sociaux, il y a des chaînes YouTube spécialisées dans la création musicale, dans des techniques de création musicale qui vont de la musique trap à la musique à quatre voix de baroque. Donc il y a tous les, je pense qu'il y a tous les styles, des techniques pour apprendre à composer tous les styles de musique, à part peut-être des trucs très pointus de musique, même si j'aime pas le terme, de musique dite du monde. Qui elles ne sont peut-être pas toutes. Oui, c'est ça. Oui, voilà tous les styles de musique qu'on appelle world music. Il n'y aura pas un YouTuber ou une chaîne qui va référencer. Alors pour créer ce style, c'est cette manière, c'est cette manière. Voilà. Vous aurez des exemples, etc. Mais voilà, une vidéo YouTube, faut rappeler que c'est une chaîne YouTube même. C'est pas un prof de musique. Ça peut aider. Encore une fois, on est sur l'inspiration. Ça peut vous aider dans les inspirations, vous donner des nouvelles données qui vont alimenter votre inspiration, vos créations. Mais ça ne vaut pas une vraie étude, par exemple avec les bouquins ou avec d'autres musiciens ou alors des professeurs justement de musique. C'est pas un remplacement. Exactement. Et c'est pour ça que, pour aller dans ce sens-là, sur YouTube, il y a des gens qui vont faire il y a des youtubeurs, pardon, qui vont faire des vidéos de courte durée, qui sont assez génériques, qui peuvent nous donner des tips rapides, mais qui vont rester un peu superflus. Et il y en a d'autres qui, eux, vont faire des vidéos de longue durée ou alors des vidéos qui sont séquencées, qui peuvent, dans un premier temps, faire peur ou se dire que ça va être trop chronophage, mais qui ont le mérite d'aller plus loin et de vous donner un réel bagage que vous n'allez pas... Parce que si la vidéo dure 10 minutes aussi, combien de temps elle va rester dans votre mémoire? Si vous passez quelques semaines à vous intéresser à quelque chose, et il y a moyen que ça reste plus longtemps en vous et que ça vous nourrisse, comme on disait tout à l'heure, que ça vous nourrisse plus et que vous puissiez vous l'utiliser réellement 6 mois plus tard, 1 an plus tard, que ça revienne, quoi. C'est ça, exactement, oui. Donc voilà, rapidement, il y a des petits groupes Facebook qui sont spécialisés, il y a des groupes qui sont là pour la mise en contact entre des musiciens et des techniciens. Donc il y a par exemple Musiciens de Paris, Musiciens cherchent technicien, besoin d'un instrumentiste, etc. Il y en a d'autres qui vont être là, des groupes qui vont être dédiés à la promotion d'artistes indépendants. Donc par exemple les Jam Sessions et Scènes ouvertes de Paris, ou alors Promotion Spectacle, ou alors Promote Your Music Here. Voilà, avec un accent anglais pharaonique. Je vais le faire, s'il te plaît, là. Toi, tu fais pas honneur, là. Promote your music here. Voilà. Et voilà, après, sinon, il y a des groupes aussi qui sont dédiés. Donc ça, c'est aussi pour ceux qui veulent avoir qui ont un bagage technique le plus avancé et puis qui ont déjà leur séquenceur et tout ça. Il y a des pages qui sont dédiées à Ableton, Logic Pro, Fruity Loops, Pro Tools. Pour chaque logiciel, il y a GarageBand, Cubase, voilà. Enfin, après, même ça sera sûrement une autre partie, mais voilà, regardez bien aussi, surtout si vous êtes en home studio,
Regardez bien le logiciel que vous avez et vous trouverez toujours des surprises sur YouTube. Moi, ça fait 15 ans que j'utilise Ableton. La semaine dernière, j'ai trouvé encore des nouvelles fonctions jusqu'à une vidéo YouTube. Donc, vous pensez connaître le programme. Si vous êtes sur des gros programmes, je ne parle pas de GarageBand ou de Fruity Loops, mais sur des plus gros programmes, renseignez-vous bien, surtout au niveau de la création. Je ne parle même pas de mixage ou quoi que ce soit, d'enregistrement, clac, clac, clac. C'est surtout au niveau des plugs. Il y a des plugs qui sont intégrés dans Ableton et on a souvent tendance à prendre des plugins extérieurs qu'on installe. On fera tout ça peut-être plus en détail un peu plus tard. Oui, lors de la phase de production. Production plutôt, ouais, mais voilà, encore une fois, pour ceux qui sont pas trop, on va dire, dans les bouquins, regardez bien les chaînes YouTube par rapport à ce que vous aimez au niveau du style, des styles qui peuvent potentiellement vous intéresser et par rapport à vos méthodes de production et de création. Exactement. Donc, dans les chaînes YouTube qu'on peut vous proposer, il y en a qui sont donc dédiées à la théorie musicale. Par exemple, Adam Neely. Voilà, qui va être spécialisé dans tout ce qui va être le jazz et la funk. Il y a Florent Garcia qui va être spécialisé dans la pop. Genius qui va être spécialisé dans le hip-hop. Bon, il y a des chaînes YouTube qui vont être dédiées à la technique, avec par exemple Rob Scallon. Rob Scallion, qui va être surtout rock, metal, il montre pas mal de compositions. Et voilà, c'est toutes les chaînes YouTube là dont on vous parle, c'est des gens qui vont faire un mélange entre ce qu'ils font eux, des exemples de leur création, des explications sur des gens que eux aiment bien, qui respectent, ou alors juste, voilà, je pense notamment à Genius, qui vont vraiment inviter les artistes pour décortiquer le texte, voir d'où ça vient. Cette petite phrase, en fait, raconte peut-être une histoire de cette chanson de trap, XY, etc. Adam Neely, ce qui a beaucoup... Moi, ce que j'ai retenu de sa chaîne, c'est surtout les lives qu'il faisait, justement, comment il se préparait avec son équipe, mais ça peut-être on en parlera plus dans la partie comment bien préparer son live, etc. Et Rob Scallion, voilà, c'est toujours à chaque vidéo une nouvelle découverte, un nouvel instrument. L'une de ses dernières vidéos qui m'avait bien impressionné, c'était qu'il avait fait un pedalboard, donc une planche avec toutes les pédales avec une guitare branchée dedans, où je crois qu'il y avait à peu près 500 pédales en série. Et voilà, il pose souvent les choses, surtout dans le rock et metal, un peu à l'extrême pour voir un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, il a même si ça ne crée pas directement un beau son, une belle production, ça permet justement de créer de la donnée pour aider nous-mêmes à la création. Eric Beito aussi, qui est une super chaîne. Le gars a un home studio de folie, on pourrait même qualifier ça de vrai studio pro. Et voilà, lui, il a de très très bonnes analyses sur des chansons que lui aime bien. Donc ça va des Beatles, ça peut passer par Lady Gaga, ça va de tout ce qui est assez récent dans la pop, mais aussi ce qui est ancien. Voilà, il explique vraiment comment atteindre le son, en fait, la sonorité qu'on veut. Et chacun, donc du coup, apporte toujours de l'aide pour la pop, le jazz, la funk, le rock, enfin le metal et l'électro, etc. Et le dernier que je pourrais conseiller, c'est une super chaîne qui s'appelle Andrew Yang. Lui, il est plus sur de l'électro. Il a toujours des magnifiques synthés à montrer, à conseiller surtout. Et ce qui est très très intéressant avec sa chaîne, c'est qu'il a une série de vidéos où c'est cinq producteurs avec un sample. C'est un concept qui a souvent été repris. J'en ai vu quelques-uns aussi en chaîne française, mais voilà, il prend 4 autres youtubeurs qui en fait, oui, ils vont partager tous les 5 un sample. Et bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il prend toujours des youtubeurs qui font des styles différents. Il y en a qui vont être dans la trap, il y en a qui vont être dans l'électro-pop, il y en a qui vont être dans la dubstep encore. Ou voilà, il va essayer de prendre plutôt des styles électro pour que ça soit assez rapide à la composition, que ça soit fait par ordinateur. Mais voilà, c'est super intéressant de voir à chaque fois comment cette personne va comment dire, exactement, ouais, va s'accaparer le sample et faire une petite boucle de 1 minute 30, des fois 2 minutes s'ils sont inspirés. Mais voilà, les concours de remix de Andrew Yang, je vous recommande, regardez 5 Producer, 1 Sample sur YouTube. Et regardez ça parce que même si vous détestez la musique électronique, ça vaut le détour. Donc il y a l'inspiration, qu'on disait qu'on était sujet à l'avoir ou à ne pas l'avoir et qu'il y avait quelque chose de mystique, mais il y a quand même des conditions pour stimuler cette inspiration et donc stimuler notre création.
Ouais, donc c'est de ça qu'on va parler là dans notre deuxième partie, ça va être les conditions de création. Donc, dans un premier temps, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est qu'il faut pratiquer de l'instrument. Donc en pratiquant l'instrument, ça veut dire un piano, une guitare, mais c'est aussi la voix. Exact. Si C'est vous êtes sur ordinateur à faire de l'électro aussi, un truc que je fais souvent aussi, c'est que je suis pas en mode composition, je vais faire un morceau, etc. C'est juste faire des exercices qu'on s'impose un petit peu, faire des rythmes chelous, faire des BPM pour ceux qui sont sur les logiciels Ableton, Logic, GarageBand, tout ça. Faites des BPM ultra bizarres, faites du super rapide, faites du super lent, adaptez-vous et faites en sorte que ça rend bien. Des petits exercices, c'est ça aussi la pratique. C'est pas parce que vous êtes sur ordinateur qu'il faut pas pratiquer et qu'il faut pas le considérer comme un instrument. Voilà, il y a un autre aspect aussi à prendre en compte dans la pratique instrumentale, c'est qu'elle peut se faire en individuel, en solo, mais elle peut se faire en groupe. Et l'intérêt quand elle se fait en individuel, eh bien, c'est qu'on peut vraiment se focus sur son jeu, sur sa technique, sur son expression personnelle. Et le travail en groupe, lui, il va plutôt permettre d'améliorer son écoute des autres, son écoute de soi dans les autres, et le groove, son groove. Car ces deux aspects sont complémentaires et permettent des progrès. Et personnellement, je sais que j'ai fait du piano, j'ai appris le piano et j'ai évolué par marche d'escalier. Et en gros, je stagne pendant très longtemps, puis à un moment, j'ai un déclic et puis je gravis une marche. Et en fait, en basculant du jeu en solo et du jeu en groupe, je pense on gravit les marches plus rapidement parce que on est stimulé sur notre jeu de deux façons différentes et que bah, parfois en fait on stagne parce qu'on joue tout seul et qu'on ne s'impose pas par exemple le respect du rythme et qu'une fois arrivé à jouer avec des gens et ben on se rend compte qu'on est à la rue parce on ne ressent pas le premier temps, le deuxième temps, le troisième temps, le quatrième temps, on joue à l'envers du reste du groupe et en fait en jouant deux, trois fois avec ce groupe-là. Après, c'est bizarre, mais quand on reprend une partition qu'on veut jouer tout seul, et ben on va la jouer mieux Mm. parce qu'on sera passé par cette phase-là. Donc voilà, n'hésitez pas, quand on sent qu'on est bloqué, n'hésitez pas à sortir donc de sa zone de confort et d'aller voir, même jouer avec quelqu'un qu'on connaît peu, ça peut être stimulant et bénéfique. Bien sûr, ouais. Faut pas voir en mode si vous avez l'habitude de jouer tout seul de la guitare et que vous chantonnez quelques chansons, n'ayez vraiment pas peur de passer aussi avec un groupe. On peut souvent voir ça, moi, ça va être une galère, ils vont poser des murs, etc. Mais n'oubliez pas que chacun se ramène avec son bagage culturel, donc de switcher, on va dire entre ces deux modes, que ça soit solo ou en groupe, ça reste super important. Vous pourrez apprendre énormément tout seul et vous apprendrez aussi en groupe. Switcher entre les deux, vraiment. Aussi, un autre point important, je pense, dans ces conditions de création autour de la pratique instrumentale ou musicale, Mm. c'est que parfois, par exemple, on a une bonne idée une bonne mélodie ou un bon enchaînement d'accords. On se dit, ok, je vais l'enregistrer, je pars, machin, c'est tout de suite, c'est bon, j'ai mon tube, quoi. Et en fait, on oublie de mettre du temps dans les séances de répétition, dans l'expérimentation, d'essayer de pousser un peu les limites. Et au final, eh ben, ça m'est arrivé déjà, 6 mois plus tard, de réécouter le produit que je pensais bien et au final, la musique que je pensais bien, que j'avais composée. Et au final, être très déçu parce que elle a été faite trop vite et elle n'a pas été assez mûrie et réfléchie. Et au final, elle est assez vide en fait. Ouais, parce qu'il y a peut-être le sentiment du moment qui était à ce moment-là trop éphémère et du coup qui colle plus sur le reste. Ouais. Ce qui ne veut pas dire non plus enfin, c'est important de garder l'aspect jeune d'une compo, de pas rester 4 ans avec sa compo, parce que surtout si c'est un titre qui doit être vivant, qui doit être joué à plusieurs, parce que si c'est trop produit ou si ça a pris trop de temps de maturer, ça perd de sa vie. Donc voilà, donc c'est aussi à prendre en compte cet aspect-là et être un peu dans de jouer sur ces deux tableaux, quoi. Voilà, donc après, bah, une autre condition qui est essentielle pour la création, ça va être savoir organiser son projet dans le temps. Parce qu'on sait que la réalisation d'un album, d'un EP, voire même d'un single, c'est un procédé qui est complexe et qui est long, qui Mm. va nécessiter plusieurs acteurs.
qui vont avoir des savoir-faire, des compétences qui vont être différentes. Et comme on disait au départ, en tant qu'indépendant, c'est très facile de se perdre et de vouloir tout faire soi-même. Et au final, de se noyer dans ce travail-là. Ouais, parce que si on ne connaît pas chaque étape de création, il y en a forcément certaines que vous allez soit louper directement, soit que vous allez raccourcir parce que forcément c'est pas votre domaine. Et donc du coup, voilà, sur la com, vous n'allez pas mettre autant de temps parce que vous vous focalisez sur la création. Et en tant qu'artiste, vous devez vous focaliser sur la création, savoir bien s'entendre, connaître le jargon des différentes personnes avec qui vous allez collaborer quoi, tout le long de votre projet. Donc organiser son projet dans le temps, ça veut dire apprendre à découper en étapes un projet musical. Et pour ce faire, la méthode la plus simple, ce serait de d'abord être dans la première phase d'expérimentation, de création. Mm. Après, de basculer dans une phase de production, une fois qu'on voit à peu près où est-ce qu'on veut aller. Mais Ouais, voilà. juste musicalement parlant, mais quand même en ayant à l'esprit un peu la phase 3 qui est la création de l'univers de l'artiste. Puis après, on passera, mais ça peut être aussi pré-pensé, ça ne veut pas dire qu'on n'y pense que Que à ce moment-là, qu'au ouais, moment de la phase 4, bien sûr. mais après on rentre dans la phase 4, une fois que le produit musical est fini, et on rentre dans la phase de communication et de promotion, puis on finit par la phase de distribution, de représentation. C'est intéressant de penser à tous ces aspects-là en même temps, mais c'est important aussi de savoir les hiérarchiser les hiérarchiser dans le temps, Ouais. et de pas mettre la charrue avant les bœufs. Bien sûr, mais il faut bien garder en tête les 5 phases. Ça veut dire la communication, promotion. Vous n'allez pas la commencer au moment du mastering de votre mixage, en fait. C'est lorsque vous êtes au moment de l'expérimentation, la création, vous commencez un peu à... Ça peut être un peu vague, mais que vous cherchez votre son. Commencez déjà à voir le type de communication que vous voulez, qui concorde en fait avec les différentes étapes. Création, production, et ensuite création de l'univers artistique, ça comprend aussi, voilà, toutes les 5 étapes sont vraiment liées. Donc Ouais. il y a un ordre qu'il faut définir, mais gardez toujours ces 5 étapes en tête en fait. Oui, par exemple, la phase 1 d'expérimentation et de création, lors de cette phase-là, on peut se questionner un peu sur ce qui fait partie de la phase 3, qui est création univers visuel, univers artiste, qui comprend l'univers visuel. On peut y penser lors de cette phase-là. Bien Pareil, sûr. lors de la phase de production, la phase numéro 2, on peut filmer des séances, enregistrer d'autres éléments qui vont nous servir pour la phase 4 de communication. Mhm. Et que c'est du temps gagné de le pré-penser, quoi. Et voilà, et c'est pas négligeable. Et au final, c'est ce qui va faire que votre projet aura un sens à 360 degrés, quoi, qui va Bien être sûr, complet. bien sûr. Voilà, donc après, organiser son temps, c'est aussi bien entendu des idées simples, mais c'est savoir canaliser ses idées. C'est ça, oui. Et son énergie, c'est pas de se disperser sur 1000 projets, c'est pas non plus voir trop loin, trop vite, même s'il faut anticiper. Et c'est surtout rester focus à chaque étape de l'importance de cette étape-là et de pas que l'étape 4 prenne le pas sur l'étape 3 qui n'est pas encore finie. C'est De ça. rester, en ayant scindé les différentes étapes, de rester focus sur chaque étape, quoi. Voilà, pas de charrue avant les bœufs. Lorsque vous avez établi votre plan, dépendamment du projet, commencez pas à mettre toute votre énergie en mode comment je vais faire la promotion, faut prendre un designer, un truc comme ça, genre un graphiste ou quoi que ce soit. Non, c'est focalisez-vous en tant qu'artiste, focalisez-vous sur la création au moment de la création. Gardez une place en tête pour la direction que le projet va prendre, encore une fois, mais voilà, ne pas se disperser. Et ensuite, on arrive sur un point aussi important lorsque on veut se donner les moyens de créer, ça va être de perfectionner sa théorie musicale. Oui, en plus d'avoir perfectionné sa pratique instrumentale, c'est essentiel quand même de s'intéresser aux théories musicales. Il n'y a pas de hiérarchie de valeurs, mais voilà, le solfège n'est pas forcément une fin en soi, mais avoir connaissance qu'une portée existe, ça peut quand même être intéressant. Oui, quand même. Enfin, on peut être aussi très intéressé par la polyrythmie
indienne, par exemple, ça reste que c'est quelque chose de très pointu et que ça a la même valeur que la musique classique, quoi. Donc, il n'y a pas d'importance. Chaque temps investi dans telle ou telle discipline de théorie musicale ne sera pas perdu et se verra dans vos compositions, quoi. On s'entendra, du moins. Donc, voilà. Comment on peut améliorer sa théorie musicale? On peut apprendre, donc, ce que je disais, la théorie de la musique tonale occidentale, avec le solfège, les principes d'harmonie, les relations entre les tons. C'est pratique, ça Ça fait vous- gagner du temps. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça vous fera gagner un temps fou juste d'avoir quelques bases de solfège. Ça cliquera plus rapidement dans votre cerveau juste de connaître quel accord, enfin tout ce qui est au niveau des gammes, justement qu'est-ce que vous pouvez utiliser, qu'est-ce qui va rajouter de la tension ou de l'harmonie dans votre musique. C'est avoir ce jeu un petit peu avec l'auditeur. Ça passe par quand même une petite connaissance du solfège, des principes harmoniques. Et ouais, c'est ça, les relations ça. entre les temps, ouais. Voilà, après, on va s'intéresser à d'autres modes harmoniques, le mode lydien, le mode phrygien, le mode mixolydien, Allez. qui sont tous particuliers. Les modes, en gros, on appelle les modes, la gamme classique est un mode, la gamme espagnole est un mode, la gamme chinoise est un mode, la pentatonique est un mode. Mm. Voilà, c'est ça. Donc les modes, il y a des modes lydiens, phrygiens, mixolydiens, etc. Ça, on utilise majoritairement le mode, la gamme classique ou la pentatonique. Ouais. Mais ça peut être intéressant quand même de s'ouvrir à ces autres modes harmoniques. C'est ça, ouais, vous aurez tout. Si, enfin, Ça donne d'autres couleurs. c'est ça, ouais, ça va être ultra pratique pour votre composition. Voilà, perfectionner sa théorie musicale, ça veut aussi dire s'intéresser au rythme, aux figures rythmiques, au solfège rythmique, à la polyrythmique, comme j'en parlais tout à l'heure avec la musique indienne. Voilà, parce que la musique est composée de mélodies et de rythmes, en gros. Et donc, c'est tout aussi important que les notes. Voilà. Après, il y a donc apprendre, bien entendu, les autres, la vision qu'ont les autres cultures sur la musique. Donc, que ce soit la culture arabe, la culture asiatique, indienne, africaine. Pour la plupart, en tout cas pour l'indienne et l'africaine, c'est des transmissions orales. Donc c'est peut-être un peu compliqué d'avoir une grosse littérature, mais en même temps, il existe depuis le XXe siècle pas mal de gens qui se sont intéressés à ça. Et donc il y a quand même moyen de trouver un minimum qui sera utile pour créer. Voilà, et enfin, après, il y a tout ce qui s'est passé au XXe siècle, avec tous les concepts qu'il y a eu autour du son et tout. Donc, qui nourrissent pour la musique électronique, la musique électro. En commençant par Pierre Schaeffer. Voilà, le retour de Pierre Schaeffer. Le grand retour. Donc, il y a le courant de musique électronique, donc aussi avec Stockhausen et tout ça. Il y a la musique électroacoustique, la musique concrète, le mouvement bruitiste, la musique sérielle, ou encore la musique répétitive. Bref, il y a plein de styles qui ont été créés au XXe siècle, qui pour certains sont très conceptuels, mais qui peuvent nous nourrir intellectuellement quand même, et pour d'autres qui restent sensibles et qui sont pas trop intellectualisés, donc ça reste une musique, on va dire, agréable ou qui a la forme d'une musique, quoi. Ouais, bien sûr. Par exemple, Olivier Messiaen, ça a pas, enfin, c'est intéressant, mais à écouter comme ça, ça peut être dur. Faut être, voilà, faut être savoir, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà, et puis il y en a plein d'autres. Voilà, il n'y a pas aucun jugement de valeur dans ce que je dis, mais il y a des gens qui sont partis très loin dans l'aspect théorique, et par exemple la musique dodécaphonique qui ne fonctionne fonctionne pas sur 8 notes, mais sur 12, sans rapport sans relation entre les tons, sans rapport le premier degré, cinquième degré ou tout ça. Il n'y a pas de rapport de degré. Voilà, c'est une musique singulière qui est plus un jeu, une gymnastique intellectuelle plutôt qu'une sensation, quoi. Voilà. L'un des derniers trucs que j'avais vu, c'était le microtonal avec le super Jacob Collier, pour ceux qui connaissent,
où en gros il avait lancé un challenge Instagram où il y avait deux notes, je crois qu'en disant par exemple Do et Ré. Et le principe était au fur et à mesure de rajouter de plus en plus de tons, non pas de notes, parce qu'entre Do et Ré, bon voilà, vous avez une seule note possible, mais voilà, c'était de rajouter de plus en plus de notes, genre Do, Ré, Do, Ré, Do, Ré. Et voilà, c'était au fur et à mesure, rajouter jusqu'à 7, on va dire, tons entre le Do et le Ré, jusqu'à 10, 12, 40, voilà, autant que possible en fait. Et ça, par exemple, ouais, ça aide pas mal justement à sortir du principe pour la composition, en tout cas, de sortir du principe du clavier, du keyboard, du piano qu'on a l'habitude de voir. Voilà, savoir aussi, ça permet au moins de prendre conscience des tons plus que des notes pour la création, en tout cas, de penser plus en fréquence du coup qui vont créer le ton plus qu'aux notes au niveau de la partition, etc., etc. Ça permet vraiment de sortir et ça ouvre du coup un peu un autre univers en fait. Et Ibrahim Mahalouf aussi, qui a par exemple créé une trompette qui fonctionne en quart de ton. Allez. Voilà, comme ça il a un jeu précis sur, c'est ça. sur Alors, son intention. Tout ce qu'on vous dit, c'est pas en mode apprenez tout ça, apprenez le modèle lydien, phrygien, mixolydien, tout ça par cœur. C'est vrai que vous aurez peut-être une longueur d'avance sur des... Non, même pas. Non, c'est pas apprendre par cœur, c'est juste savoir que ça existe et savoir que un jour, si on a envie d'ouvrir le livre, c'est possible, quoi. Ouais, c'est ça. Et que, voilà. Et les modes, les différents modes harmoniques, c'est vraiment des couleurs différentes, quoi. Donc ça, si un jour, je sais pas, on a envie de composer quelque chose d'inquiétant, et il y a un mode qui est, ou un ou plusieurs qui sont plus inquiétants en eux-mêmes que le mode classique. Que le mode classique, ouais, c'est ça. Donc voilà, ça peut être intéressant. C'est ça, ouais. C'est plus pour ça. C'est en ce terme-là que je disais un peu longueur d'avance, c'est que vous n'aurez pas à piocher ou alors faire tout votre clavier de A à Z ou alors de sortir tous les instruments possibles, toutes les combinaisons possibles. Vous saurez déjà quelle combinaison marche avec quoi, etc. Et c'est vrai que c'est un gain de temps fou. Et voilà, vous pouvez passer plus de temps du coup à créer que à chercher en fait un peu sans savoir dans quelle direction vous avez, parce que en connaissant certains de ces modes, vous vous posez un objectif lorsque vous êtes dans la création un petit peu. Vous savez en écoutant un son, en ayant une idée en tête, comment y arriver. Vous avez les outils et le plan pour y arriver. Voilà, pour finir avec les conditions de création, il y a bien entendu le fait d'être en équipe ou pas. Donc certains artistes préfèrent travailler seuls, d'autres ont besoin ou envie d'être en groupe. L'intérêt de travailler en groupe, je dirais qu'il s'oriente sur deux aspects. Ça permet dans un premier temps d'échanger sur la musique que l'on souhaite créer, d'être plus dans un rapport critique, de s'autocritiquer ensemble. Et l'autre aspect, c'est de répartir la charge de travail et les tâches. Ainsi, par exemple, le guitariste va se focus sur son solo de guitare, pendant que le chanteur va se focus sur le texte du deuxième couplet, par exemple. Oui, c'est ça. Et voilà, et ça permet de gagner du temps. Et voilà, je pense que c'est intéressant de le souligner. Maintenant, la dernière partie qu'on va aborder assez brièvement, c'est comment naît un projet musical, quelle est l'origine du projet musical. Donc tout d'abord, on va faire une phase de jeu. Lors de cette phase, on va se laisser du temps pour expérimenter des choses, pour dialoguer si on est en groupe sur ce qu'on a envie de faire. Il n'y a pas vraiment de but, quoi. On est aussi là pour se faire plaisir. Voilà. Ce qui peut être intéressant quand même, c'est de faire une phase après, une fois qu'on a un peu pris l'habitude de jouer ensemble et puis qu'on voit à peu près où est-ce qu'on aimerait aller ou quoi orchestre, au moins d'avoir un style ou je ne sais quoi, c'est de faire des séances d'expérimentation enregistrées. Donc lors de ces séances, comme d'habitude, on joue ensemble, mais là on s'enregistre. Alors s'enregistrer, ça peut juste être avec le smartphone, hein, ça n'a pas d'aspect technique dans l'enregistrement, mais c'est juste pour garder une trace, pour pouvoir la réécouter à un autre moment, dans une autre humeur, et pouvoir en tirer les aspects négatifs, mais aussi les aspects positifs, et pouvoir s'améliorer aussi bien que ce soit sur son jeu, sur son propos musical, ou voire même juste sur le son en lui-même,
en écartant l'aspect qualité à cause de L'enregistrement l'enregistrement. avec un iPhone, un Android. Mais voilà, savoir par exemple si on est juste quand on chante, on le saura quand même Ouais, bien avec sûr. le smartphone. Vous n'êtes pas à l'abri d'une excellente idée qui vient sur le coup, que ce soit à la batterie, guitare, basse, quoi que ce soit, au chant. Et voilà, vous serez toujours mieux à l'avoir enregistré et puis retrouver qu'à la 57e minute de la répète, de la jam, il y a eu ces notes qui étaient juste magnifiques, sorties par le pianiste, quoi que ce soit. Donc, C'est ouais, ça. enregistrez bien vos répètes lorsque vous commencez à sentir qu'il y a du jeu, tout le monde est synchro, tout le monde est sur la même phase. Donc, gardez cet enregistrement. Voilà, après on va rentrer dans la phase de création de maquettes. Mm. Phase de création de maquettes, on peut dire qu'il y a deux styles de maquettes qui peuvent être créées. On va dire qu'il y a des maquettes qui sont brutes, puis d'autres maquettes qui, elles, sont pré-produites. Par exemple, la phase d'expérimentation enregistrée peut faire office un petit peu de maquette brute, mais vraiment brute de chez brute. Mais sinon, avec un micro d'une meilleure qualité dans une pièce un tout petit peu insonorisée, Ouais. il est possible de faire des maquettes brutes qui sont valables et sur lesquelles on peut commencer à travailler et qui vont nous servir de base à notre réalisation de projet musical. Donc voilà, c'est pas à négliger. Bien entendu, souvent quand on parle de maquette brute, on va plus parler d'un groupe qui va enregistrer comme en condition live pour avoir un son live. Ouais. Et pour les maquettes pré-produites, ça peut être fait en groupe pour des styles de musique peut-être plus modernes. Ou plus expérimentaux. Mais c'est aussi pour des gens pour des artistes solo qui, eux, veulent commencer à créer leur projet et qui vont donc faire une maquette pré-produite. Par maquette pré-produite, j'entends une maquette qui va utiliser un séquenceur audio numérique, comme Ableton Live, Logic Pro, Cubase, Reaper, FL Studio. On verra un peu ce concept de séquenceur numérique dans la phase de production. Ce type de maquette va nous permettre de commencer à prédéfinir les sonorités qu'on veut utiliser lors de la production et également de pouvoir mettre des premiers effets dynamiques et temporels sur les différentes sources sonores qu'on a, qui vont pas être les définitifs, mais qui vont donner la couleur et l'énergie de la prod et sur lesquels on va s'appuyer quand on va commencer à rentrer en production. C'est ça. Pour info, Reaper est gratuit et GarageBand vient avec tous les Mac pour ceux qui ont des Mac. Une fois la phase de maquette finie, on va rentrer dans la fin de la pré-production. C'est peut-être le moment de se faire une petite phase de réflexion sur l'ensemble du projet. Donc, peut-être réfléchir à son univers graphique, visuel, à sa forme de communication. Et surtout, là, c'est le moment de se dire dans quel studio je vais aller enregistrer. Et après mon enregistrement, est-ce que c'est là-bas que je vais faire mixer mon projet ou pas ? Et enfin, aussi, l'étape de mastering qu'on abordera en production qui nécessite un studio, se questionner sur l'endroit. Quel studio ? Parce que le mastering, le seul élément que je peux vous dire, c'est que chaque studio de mastering est quand même très spécifié sur un genre. Ouais. Donc c'est important d'en avoir conscience pour trouver celui qui est le plus proche du style que vous voulez faire. C'est ça, ouais, ils auront tous des... Même pour le studio où vous allez faire le mixage, ça peut ne pas être le même que celui où vous faites l'enregistrement. Parce que chaque studio a son matos, chaque studio surtout a son ingé son qui va apporter une certaine couleur et un son... plus ou moins spécifique. Donc attention lorsque vous recherchez des studios. Et lorsque vous êtes en home studio aussi, c'est un risque, ça peut être bénéfique aussi parce que vous avez vraiment le contrôle sur le son qui va sortir. Mais voilà, tout ça on l'abordera dans la partie production de votre projet. Le dernier petit aspect, c'est le nombre de titres que va constituer votre projet. C'est-à-dire, est-ce que ça va être un single, un EP, un album ? Parce que ça n'a pas les mêmes coûts de production. Et exact. Comme vous rentrez en production, il faut le savoir, quoi. Est-ce que vous imprimez des CD ? Est-ce que vous allez vers le vinyle ? Est-ce que vous allez sur l'abonnement qui vous permet d'aller sur toutes les plateformes de streaming ? Ça, il faut le voir vraiment à ce moment-là, quoi. Voilà. Donc, pour finir, gardez en mémoire l'aspect travailler son autonomie. Connaître le vocabulaire musical un minimum pour pouvoir échanger avec des musiciens si vous avez besoin de musiciens pour enregistrer votre projet.
mais également le vocabulaire technique pour pouvoir parler avec les ingénieurs du son présents dans les studios d'enregistrement Avec ou les de gars en mixage. com, avec Voilà. les ingés qui vont vous accompagner pour les lives si la salle ou le live qui vous reçoit a des ingés. Si vous avez un pote ingé, quelque chose comme ça. Faut savoir le jargon, ça vous fera économiser du temps et chaque minute peut compter à un certain moment. Et voilà. Et au-delà de savoir, au-delà de gagner du temps, ça va aussi vous permettre de, comme vous vous y connaissez un petit peu, de pouvoir mieux cibler l'acteur dont vous allez avoir besoin, tel communicant ou tel ingénieur du son ou tel régisseur ou Exact. voilà. Et C'est vrai. à partir de ça, vous allez fidéliser une équipe autour de vous Mm. que vous connaîtrez bien. Et puis oui, c'est bien de connaître leur jargon, d'échanger avec eux assez longuement pour qu'ils se sentent investis sur vos projets, parce que sinon ça sera juste une prestat de plus, que ça soit l'ingé son de live ou le communicant et tout. Voilà, le plus ils se sentiront investis dans vos projets, puis ils le prendront sous leur aile, meilleure sera l'énergie qu'ils vont mettre dedans eux-mêmes, quoi. Tout à fait. 2 heures de quelqu'un qui est investi dans votre projet, c'est pas 2 heures de quelqu'un qui voit ça juste comme une presta en fait. Pour finir, donc, cette phase de création, là, on entre réellement dans la production, il va falloir anticiper les besoins. Anticiper les besoins, c'est Numéro uno, mettre en place un agenda. Qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi, quand, etc. Définir les besoins techniques pour la bonne réalisation de votre projet en fait. Ne visez pas Bercy alors que vous commencez, vous avez fait deux jam sessions avec vos potes. Voilà, soyez réaliste, définissez bien vos besoins techniques. Si vous êtes en home studio, pensez à si jamais par exemple il y a un autre logiciel, il y a d'autres effets que vous aimeriez, donc voilà, il faut les prendre en compte. Si vous allez en studio, si vous voulez faire du mix mastering, si voilà, vous avez une vision sur ces choses-là, vos besoins techniques. Donc du coup, se créer un budget général, voilà, qui va varier. Généralement, le budget, il est fait pour être dépassé, mais créer un budget général pour le projet, et encore une fois, réaliste. Et dans le budget, prenez en compte la communication, la distribution, le visuel. Exactement, oui. On reviendra plus tard dessus, mais vous serez surpris du ratio du budget total entre la communication et la création, on va dire tout ce qui est production et tout. Vous serez assez surpris du ratio entre ces deux choses. La place qu'occupe la communication aujourd'hui pour que votre projet en fait marche. Voilà, c'est si votre envie est de distribuer, on va dire, et d'atteindre un maximum de public, vous serez assez surpris du ratio que la communication occupe dans votre budget. Exactement. Et pour finir, puis voilà, c'est le moment aussi de commencer à créer sa Dream Team. exact. Et donc, The A-Team. Exactement. Donc, de se rapprocher des studios dans lesquels on aimerait aller. Les visiter, parler avec l'ingé son. Les rencontrer. Exact. Leur parler du projet, mais également aussi d'autres acteurs, par exemple, je sais pas, un graphiste, un photographe pour la cover de l'album ou votre tattoo artiste favori aussi, voilà. Ouais, exactement. Tout le monde qui pratique qui a une pratique artistique, voilà, peut vous aider à votre projet. Ça fait beaucoup d'infos à digérer. Donc et là, c'est seulement le premier épisode. On a essayé de rendre la chose la plus concise possible. La plus concise possible, et exactement. Donc voilà, on espère vraiment que ça vous a plu. Merci énormément à tous ceux qui ont écouté. Merci à vous, cher public. Et voilà, on va se retrouver pour la suite, pour la production musicale, dans le prochain épisode. Merci à tous, gros bisous et à bientôt. Merci à tous.